Bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais, en compagnie de Tariq Ramadan. Vous êtes professeur à Oxford d'études islamiques contemporaines, vous êtes suisse d'origine égyptienne. Cela fait nombreuses années maintenant que vous êtes interdit de séjour en Égypte, comme en Tunisie, comme en Arabie Saoudite, comme en Algérie, comme en Syrie, comme en... il y en a tellement, j'arrête là. Vous êtes le petit-fils du fondateur des Frères musulmans, mais vous l'avez toujours dit, vous n'en êtes pas membre. J'ajoute que vous avez écrit plusieurs livres. Les deux derniers sont L'autre en nous, pour une philosophie du pluralisme, et Mon intime conviction, sont parus en 2009. Alain Grèche, vous êtes directeur adjoint du Monde diplomatique. Vous êtes né en Égypte en 1948. Le 8 décembre dernier, sur ce plateau, je le disais tout à l'heure, vous avez été le premier à attirer notre attention sur la Tunisie et sur l'Égypte, où Moubarak venait de remporter des élections truquées dans l'indifférence générale. Votre dernier livre s'intitule « De quoi la Palestine est-elle le nom ?» Rayez Bek, vous êtes libanais, auteur, compositeur, interprète, producteur. Vous êtes considéré comme des figures majeures du rap au Proche-Orient. Votre dernier album s'appelle Kartesh Azaman. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Ça veut dire caviarder l'époque. Ça, c'est pour le volet arabe, mais il y a aussi un volet français qui, lui, s'intitule plus simplement L'homme de gauche. Nicole Bacharan, vous êtes politologue. Vous avez écrit de nombreux livres sur les États-Unis, comme Les Américains arabes, l'affrontement avec Antoine Sfer. Pourquoi nous avons besoin des Américains ou Vive l'Atlantisme. Le dernier, Les Noirs américains des champs de coton à la Maison Blanche, vient de paraître en poche. Wassila Tamzani, vous êtes avocate, vous êtes algérienne, membre fondatrice du collectif Maghreb Égalité. Vous avez été directrice du programme de l'UNESCO pour la promotion de la condition des femmes de la Méditerranée. Vous êtes l'auteur d'une éducation algérienne, sous-titrée De la Révolution à la décennie noire, et d'Une femme en colère, lettre d'Alger aux Européens désabusés. Albert Memmi, vous êtes né à Tunis en 1920 d'un père juif italien et d'une mère berbère. Vous êtes l'auteur de livres très célèbres comme La statue de sel, c'était le premier, préfacé à l'époque par Albert Camus, de Portrait du colonisé, préfacé en 57 par Jean-Paul Sartre, de L'homme dominé en 68, de Juifs et Arabes en 74, du racisme en 94. En 2004, vous avez publié Portrait du décolonisé arabo-musulman et de quelques autres. Alors ce décolonisé arabo-musulman a l'air de se révolter aujourd'hui. Je vous propose de regarder tout de suite quelques extraits de journaux télévisés récents. Dans le sillage de l'Égypte et de la Tunisie, le Yémen est lui aussi touché par un mouvement de colère populaire. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Sanaa, la capitale, à l'appel des mouvements d'opposition. Ils réclament le départ du président au pouvoir depuis 32 ans. Et les troubles dans le monde arabe touchent également la Jordanie avec plusieurs manifestations depuis un mois. Et aujourd'hui, un millier de personnes se sont rassemblées à Amman à l'appel de l'opposition islamiste et de la gauche. Pour le moment, ils n'appellent pas un renversement du régime, mais réclament des réformes contre la vie chère. Le roi Abdallah II est au pouvoir depuis 12 ans en Jordanie. Quelle sortie de crise pour l'Égypte. Ce midi, la grande place Tahrir du Caire est toujours occupée par des milliers de manifestants réclamant le départ du président Moubarak et qui craignent d'être chassés par l'armée. Dans le même temps, un dialogue politique inédit s'est engagé entre le pouvoir et le mouvement d'opposition des Frères musulmans pour la première fois en 50 ans. Les Frères musulmans qui dénoncent toutefois l'insuffisance des réformes proposées. Alors Albert Memmi, comment voyez-vous ce qui se passe actuellement dans le monde arabe ? Eh bien, c'est simple. Il y a quelques semaines, je devais donner une conférence à Tunis. J'ai reçu un coup de téléphone de la Tunisie, du gouvernement, me disant exactement, textuellement, le gouvernement tunisien ne peut pas assurer votre sécurité. Ça résume bien les choses. Il n'y avait rien, il n'y avait encore rien. Simplement, on ne voulait pas que j'aille en Tunisie. Alors, bon, un intellectuel, ce que je suis, le professeur, je pense que notre métier, c'est de dire la vérité, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas ni de suivre les préjugés et les emballements de la foule, ni de mentir pour des raisons stratégiques. En gros, je dirais que ce qui se passe est à la fois considérable et futile. Considérable, en ce sens, vous voyez, je n'ai pas pu aller donner ma conférence, on me l'a interdit par 2 fois. Je devais accompagner le président Sarkozy, non pas parce que je sois sarkozyste, mais parce que je devais aller avec sa suite,
j'ai reçu un coup de téléphone de la Tunisie et on m'a rayé de la liste des visiteurs. Et cette fois-ci, la dernière fois, il y a 3 semaines. Donc, il fallait que ça change. C'est pas compliqué. Donc, au niveau d'un peuple. Mais j'ajoute que cette espèce de délire qui s'est emparé des intellectuels et des journalistes. Bon, moi, j'ai beaucoup d'indulgence pour les journalistes et un peu de pitié parce qu'ils travaillent au jour le jour. Bah, il ne faut pas donner de la copie, ils n'ont pas le temps de creuser, bon, tout ça. Alors ça reste à la surface comme ça. Ce qui se passe est formidable. Ça, le monde arabe est en pleine ébullition. Ça change, tout est changé, tout est... C'est un hors-d'œuvre. Ce qui se passe actuellement, c'est ce que nous appelons en littérature un avant-propos. S'il n'y a pas de texte après, c'est une foutaise. Alors, si vous voulez, vous me donnez le temps, je peux vous dire qu'est-ce qui doit changer, ou alors je me tais, on reparlera ça tout à l'heure. Oui, on va y arriver à qu'est-ce qui doit changer, mais d'abord, je voudrais poser la question à chacun de nos invités. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi maintenant, et jusqu'où cela peut-il aller? Est-ce que ça n'est qu'un hors-d'œuvre, Tariq Ramadan? Bah écoutez, je ne sais pas si on peut appeler ça un hors-d'œuvre. En tout cas, il ne faut pas être optimiste trop vite, même s'il faut être très positif par rapport à ce qui se passe. Aujourd'hui, contrairement à certaines des analyses que l'on a, il y a 2 messages, à mon sens, qu'on peut retenir. Le premier, ce qui se passe dans le monde arabe, c'est le soulèvement de peuples. C'est des mouvements de masse qu'on n'avait pas prévus. Moi, je ne pouvais pas... On avait des indices que la chape de plomb des dictatures était forte, mais que ça se soulève comme ceci, qui aurait pu le prévoir? Et donc on a des mouvements populaires, ce sont des jeunes, ce sont des femmes qui utilisent tous les nouveaux moyens et qui, à un moment donné, disent ça suffit la dictature. Et donc ça, c'est le côté positif. Le positif est, j'espérais, de mon point de vue, que l'Égypte suive en disant que si effectivement, tout en sachant que géostratégiquement, c'est un pays autrement plus complexe que la situation tunisienne. Même si les Américains s'étaient impliqués dans la question tunisienne jusqu'au moment du départ de Ben Ali et même après. Et donc en Égypte, le soulèvement, il surprend tout le monde. Il y a 2 jours, tout le monde se disait « Oh, on a l'impression que ça retombe ». Et puis hier, de nouveau, la masse vient et donc il y a une énergie populaire dont aucun mouvement, ni de gauche, ni les islamistes, ni personne ne le contrôle. Donc il a une puissance phénoménale, avec les défauts de cette puissance, c'est qu'il n'y a pas de coordination. On sait une seule chose, c'est qu'on ne veut pas la dictature et qu'on ne veut pas le système. Alors ça, c'est le message. L'autre message qui vient ici en Occident, c'est qu'il faut qu'on cesse en Occident d'avoir cette vision binaire. C'est on soutient les dictatures à défaut du pire qui seraient les islamistes et ne pas entendre ces peuples aujourd'hui. C'est une faute en Occident dont il faudrait se rendre compte qu'elle dure depuis trop longtemps. Voici la Tamzani. Je suis d'accord avec Tariq Ramadan. Hein, je suis d'accord. Je suis peut-être pas d'accord avec vous parce que moi j'attendais depuis longtemps ce qui vient de se passer. Je crois qu'on est très nombreux en Algérie, en Tunisie, au Maroc, dans tous les pays arabes, à attendre ce ras-le-bol général. C'est vrai qu'il faut reconnaître que ce sont les jeunes, comme vous dites, le peuple qui s'est soulevé et que les intellectuels ont beaucoup écrit, beaucoup dit, beaucoup parlé, et qui n'ont pas été au départ, qui n'ont pas été le détonateur. Mais on se rend bien compte comment, en réalité, si vous voulez, ça compte quand même. Parce qu'en Tunisie, c'est eux qui ont donné l'écho. C'est eux qui ont fait le discours que vous attendiez. Le texte que vous attendez, en Tunisie, il est en train de se faire, à mon avis. Hein, et j'espère qu'il se fait. Et d'ailleurs, il faut remercier les Tunisiens ici. Alors, est-ce que en Égypte, il y aura cette profondeur de chant, il y aura ce discours, il y aura ce texte qui se fera? Sans doute. Par exemple, en Algérie, aujourd'hui, il y a une mobilisation. Il y a une mobilisation dans les étudiants, les intellectuels, les associations, les mouvements. Est-ce qu'il va y avoir un soulèvement populaire? On ne sait pas. Mais on voit bien, si vous voulez, que en Tunisie, il y a eu cette rencontre magique, au fond, des deux à la fois. Et c'est ça qui a fait entrer la Tunisie dans l'histoire. Parce que d'une certaine manière, voyez-vous, j'ai l'impression que ce qui se passe en ce moment, c'est aussi important que les décolonisations. C'est sans doute la première fois que dans ces pays-là, on vit un vrai mouvement politique. Parce que si vous prenez tous les pays qui ont été décolonisés, les pays arabes, pratiquement tous, les pouvoirs ont été pris par des appareils qui avaient conduit les indépendances, mais qui n'ont pas
en réalité, consulter les peuples. Nous sommes passés du FLN au FLN, et en Égypte, on est passé de Nasser à Nasser, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu, après, tout a été organisé, manipulé, avec des partis uniques et tout ce que vous savez, évidemment, de ces périodes terribles. Mais aujourd'hui, on est devant un vrai mouvement populaire. Sans doute le même qui a conduit en Algérie, en 1954, l'Algérie sur le chemin de la libération, voyez-vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'un côté, vous avez des gens qui parlent, des gens qui pensent, des gens qui font des discours, et puis, à un moment, de l'autre côté, vous avez un mouvement populaire, disons. Et ce qui est magique, c'est quand c'est les deux qui se rencontrent. Et moi, je suis très contente de ce qui arrive en Tunisie et en Égypte. Voilà. Alain Grèche? Oui, moi je pense que c'est quelque chose de très important parce qu'il y avait jusqu'ici une exception arabe. Si on regarde l'ensemble de la planète, depuis les années 70, il y a eu des bouleversements partout. En Amérique latine, la chute des dictatures. En Afrique aussi, un début de pluralisme, la chute des dictatures en Indonésie, aux Philippines, etc., l'effondrement du mur de Berlin. La seule région où on a les mêmes gens au pouvoir que ceux qui étaient il y a 30 ans ou leurs enfants, c'est le monde arabe. Donc il y avait une vraie exception. Et là, il y a quelque chose qui est en train de changer. Alors bien sûr, on n'est qu'au début du chemin, personne ne peut dire vers quoi ça va déboucher. Mais ce qui me semble important, comme tout le monde, c'est la force de ce mouvement. C'est pas que les intellectuels, ce n'est pas que la bourgeoisie urbaine. En Égypte, on manifeste dans les plus petites villes. C'est-à-dire, il y a vraiment quelque chose qui me semble très profond et qui est une manière de dire assez. Assez à 30 ans de dictature, assez à des arrestations arbitraires, qui étaient d'ailleurs, il y avait les arrestations arbitraires des politiques, c'est-à-dire on mettait les gens en prison, on les torturait, mais il y avait les arrestations arbitraires d'un simple citoyen. Un des événements qu'il y a eu en Égypte en décembre, c'était un jeune à Alexandrie, il s'est fait attraper par la police, battre, tuer, et puis bon voilà, c'était possible pour tout le monde. Ça, les gens en ont assez. Maintenant, à partir de là, c'est des mouvements très divers, les aspirations des uns et des autres ne sont pas les mêmes, mais il y a une aspiration à la fin du régime. C'est-à-dire ce qu'on sent bien en Égypte aujourd'hui, le régime n'arrête pas de faire des concessions. Quel est le problème et pourquoi les gens continuent à manifester? Parce qu'ils savent qu'il y a un retour en arrière possible. Et qu'en fait, c'est les mêmes gens qui sont au pouvoir. Et c'est vrai qu'on voit ces images de jeunes, qui sont sur Internet, etc. Mais en même temps, il y a des centaines de gens moins connus qui ont été arrêtés pendant ces événements, qui continuent d'être arrêtés. Il y a eu un journaliste du New York Times qui a raconté, il a été arrêté lui aussi, il raconte... Oui. C'est des prisons qui n'existent pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adresse, vous ne savez pas où vous êtes. Et il a entendu, lui, on l'a bien traité parce que c'était un Américain, mais il y avait des centaines de gens, il entendait les cris des gens torturés. Donc ça continue. Ça doit s'arrêter. Mais une fois que ça s'arrête, c'est à la fois très important, et à la fois c'est encore que le début du chemin, parce que vers quoi on va aller en termes de quel type de régime politique, quel type de développement économique et social, parce qu'il y a aussi un des détonateurs, c'est quand même le mécontentement extraordinaire, l'aggravation de la pauvreté, notamment pour les couches moyennes. C'est-à-dire le fait que depuis les années 80 et les politiques de libéralisation, on a assisté à deux choses, c'est-à-dire une prédation par le pouvoir politique des richesses nationales, avec un vol qui est, quand on nous parle, je ne sais pas si c'est vrai, des fortunes de Moubarak ou de Ben Ali, c'est des dizaines de milliards de dollars, c'est pas des petites sommes. Et de l'autre côté, les classes moyennes qui étaient relativement privilégiées, quand on était fonctionnaire en Égypte, c'était, dans les années 50-60, c'était, on avait un vrai statut. Aujourd'hui, on est fonctionnaire, on va 1 heure au travail et ensuite on fait chauffeur de taxi parce qu'on ne gagne pas l'argent. Donc tout ça... Évidemment, c'est des problèmes qui sont compliqués et n'importe quel pouvoir qui va s'installer aujourd'hui aura à faire face à des défis qui sont de toute façon très difficiles. À chaque fois d'ailleurs on dit que l'Égypte, ça n'est pas la même situation qu'en Tunisie et ça n'est pas la même situation qu'en Algérie. Mais à chaque fois qu'on laisse des micros dans la rue et qu'on demande aux gens pourquoi ils sont mécontents, les réponses sont à peu près les mêmes. J'en ai entendu quelques-unes là en Égypte, on avait entendu les mêmes en Tunisie il y a quelques semaines. Écoutez. J'ai 33 ans et je n'ai pas de travail. Les prix augmentent, on n'a pas de logement et il n'y a pas de justice. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous mettre le feu? Ils contrôlent le pain et le pétrole. Ils veulent nous étrangler pour qu'on renonce à nos droits. Tout le gouvernement est corrompu. Nous voulons nettoyer ce pays. Nous voulons de nouveaux dirigeants honnêtes. Je n'ai pas peur de manifester. Je le fais pour mes enfants.
Il faut mettre fin à la corruption. Il faut que Moubarak parte.